Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'auditorium Jacqueline Lichtenstein de l'Institut national d'histoire de l'art. Je veux remercier et saluer la présence ici de son Excellence l'ambassadeur du Portugal en France, Jorge Torres Pereira, et de sa conseillère culturelle à l'ambassade du Portugal, Isabelle Corte-Real. Comme vous le savez, le festival de cette année a comme pays invité, pays d'honneur, le Portugal. Nous avons travaillé déjà depuis plusieurs années à la préparation de ce festival avec l'ambassadeur et ses services de façon extrêmement rapprochée. Je salue également la présence de la présidente du château de Fontainebleau, Marie-Christine Labourdette, qui est notre partenaire dans cette affaire. Je ne sais pas s'il y a une traduction française pour Partner in Crime, mais c'est à peu près ça. Et en plus, ça fait longtemps. Je salue également la présence de Vincent Droguet, qui représente le ministère de la Culture, et Anne-Solène Roland, chef du service des musées de France, puisque nous avons une collaboration également, enfin dans les trois partenaires. Il y a également le ministère de la Culture et plus spécialement la direction des patrimoines et de l'architecture. Et je veux vous remercier toutes et tous d'être présents ce matin pour cette conférence de presse. Évidemment, on va parler de festival et donc de festivités, mais dans des circonstances un petit peu particulières que nous n'oublions pas. Je rappelle que pour répondre à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons, à l'INHA, fait une programmation spéciale qui a débuté hier, et que très spontanément, avec Marie-Christine Labourdette, nous avons tenu à ce que cette question soit aussi abordée, enfin, ou les questions qui en découlent plutôt, parce que ça n'est pas une question, l'invasion, soient abordées également dans le festival, avec une programmation spéciale de 4 tables rondes. Vous en aurez peut-être le détail par la suite, en tout cas dans le dossier de presse. Mais je veux revenir quand même à l'aspect festif. L'histoire de l'art est une discipline qui est sensible aux aléas du monde, et dans ces aléas du monde, il y a à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs. Il y a le passé, le présent, l'avenir qui se dessine, et le festival entend répondre à cette préoccupation en faisant en sorte que toute la recherche de pointe en histoire de l'art devienne accessible à l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens, portée par l'idée que ce ne sont pas simplement des questions qui toucheraient au superflu, y compris dans la période que nous vivons, mais au contraire à quelque chose de profondément essentiel qui ne doit pas être réservé à quelques-unes et à quelques-uns, mais doit être accessible au plus grand nombre, et c'est pour ça qu'a été mis en place, il y a maintenant plus de 10 ans, en 2011, ce festival de l'histoire de l'art dans un partenariat serré et qui continue chaque jour à se resserrer avec le château de Fontainebleau, un rendez-vous unique au monde et en Europe, qui pendant 3 jours réunit des historiennes et des historiens de l'art, de l'architecture, du patrimoine, de la peinture, de la sculpture, des archéologues, des anthropologues, des artistes, des critiques, des éditeurs, des éditrices, enfin la liste serait trop longue, autour de l'histoire de l'art. L'INHA, depuis le départ, en assure la direction scientifique et avec là aussi une présence renforcée et cette année à nouveau aussi importante, puisque c'est l'occasion pour nous de réaffirmer nos missions à l'occasion des 20 ans de cet institut que nous célébrons. Et parmi ces missions, il y a la recherche fondamentale, l'accroissement des ressources documentaires au service de tous et la diffusion de l'histoire de l'art. Et c'est évidemment dans ce cadre-là et dans ce nœud serré de missions que se place le festival, dont j'ai oublié de dire qu'il était placé sous dont le comité scientifique est placé sous la présidence
de Laurence Bertrand d'Orléac, qui ne peut pas être avec nous ce matin, mais que nous saluons également. Je passe la parole à un des partenaires. C'est pas un de nos partenaires, nous sommes partenaires en équivalence, qui est lui aussi un complice désormais ancien avec différentes casquettes, Vincent Droguet. Merci, cher Eric. Le Festival de l'Histoire de l'Art est inscrit depuis ses origines parmi les manifestations nationales du ministère de la Culture, et à ce titre, évidemment, le ministère se réjouit de la tenue de cette 11e édition. Je me suis bien fait confirmer qu'on l'a considérée comme la 11e édition, qui va se tenir du 3 au 5 juin prochain, une édition portée par les équipes de l'INHA et du château de Fontainebleau sous la responsabilité d'Éric de Chassey et de Marie-Christine Labourdette. Cette édition, dont le programme s'articule autour d'un pays invité, le Portugal, et je salue à mon tour la présence parmi nous de monsieur l'ambassadeur du Portugal, un pays qui a partagé avec la France de nombreux artistes, mais aussi quelques personnalités comme la reine Éléonore, sœur de Charles Quint et épouse de François Ier, dont on peut encore voir le décor de la chambre au château de Fontainebleau, une princesse qui, avant de devenir reine de France, avait été reine de Portugal en épousant le roi Manuel Ier, le grand souverain du début du XVIe siècle, qui a laissé même son nom au style manuélin, bien connu des historiens de l'architecture et des historiens d'art en général. Quant au thème de l'animal, il se trouve lui aussi intimement lié à l'histoire et à l'identité du château de Fontainebleau, qui se sont construites en parfaite symbiose avec le milieu naturel, celui de la forêt, favorisé par la présence des eaux. L'animal réel ou représenté y est donc omniprésent. Ces résonances du pays invité et du thème au sein même du lieu qui accueille le festival rappellent à quel point la diversité et la polyphonie artistique qui existe à Fontainebleau font de ce château, de son domaine et de son environnement un lieu d'accueil tout naturel et particulièrement adapté à une manifestation qui se veut elle aussi éminemment plurielle, comme le Festival d'Histoire de l'Art. Depuis plus de 10 ans maintenant, le festival a su s'ancrer dans le château de François Ier et dans la ville qui l'entoure. Mieux encore, il a su en fait en perpétuer l'idéal, c'est-à-dire celui d'un lieu d'émulation intellectuelle et artistique, d'un lieu de formation et de rencontre qui s'incarne parfaitement dans cette nouvelle Rome qu'évoquait Giorgio Vasari. Cette année encore, les habitués du festival et les primo-visiteurs, qu'on espère nombreux, retrouveront les conférences et les tables rondes, mais aussi le riche programme culturel dont nous parlera David Meïrou, élaboré en lien avec le pays invité et avec le thème retenu. Nous retrouverons également avec grand plaisir le Salon du Livre et de la Revue d'Art dans une configuration moins contrainte qu'en 2021, ainsi que toute la programmation cinématographique. Le festival a pour vocation essentielle de mieux faire connaître cette discipline qu'est l'histoire de l'art, son champ d'action, ses acteurs et ses méthodes, et il s'agit naturellement d'un axe auquel le ministère est très attentif. Dans ce but, les rencontres entre étudiants, jeunes chercheurs et monde professionnel de l'histoire de l'art revêtent naturellement une importance primordiale. La présentation des métiers de l'histoire de l'art, souvent peu connus ou mal identifiés, on en sait tous quelque chose, se fera notamment à travers la Galerie des métiers, organisée sous la responsabilité de l'École du Louvre, qui est un partenaire aussi historique du Festival d'Histoire de l'Art et essentiel. Également les rencontres professionnelles qui offriront aux professionnels de l'histoire de l'art et du patrimoine, des musées et de l'archéologie un espace de dialogue et d'échange que nous espérons les plus fructueux possibles. Elles s'ouvriront par une table ronde, mais Verlet aura l'occasion d'en reparler, de ces rencontres, par une table ronde consacrée aux stratégies de la recherche dans les métiers du patrimoine, qui est un sujet qu'on essaye de porter le plus possible au sein du service des musées de France, et qui permettra de reposer la question essentielle de la place de la recherche dans les missions des professionnels du patrimoine, qui est un sujet évidemment extrêmement important. Enfin, comme les autres années, l'Université de Printemps, qui anticipe quelque peu le festival en commençant dès le jeudi, si mes souvenirs sont bons, jouera son rôle de formation pour les enseignants de l'histoire des arts avec ses ateliers pédagogiques. Il nous tarde donc de retrouver
sans masque, et peut-on l'espérer dans un contexte international un peu moins tendu et un peu moins dramatique, à Fontainebleau pour la 11e édition, ce festival d'histoire de l'art. Et je passe la parole, je crois, à la présidente du château. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général, monsieur le sous-directeur de la politique, de la sous-direction des collections, pardon Vincent, chers amis, mesdames, messieurs, c'est évidemment un plaisir d'être ici et comme l'a dit très amicalement et je lui retourne aussi toute l'amitié que je lui porte, Éric, c'est vrai que c'est une affaire j'allais dire presque de famille maintenant entre Fontainebleau, l'INHA et le ministère que cette magnifique initiative d'avoir estimé que l'histoire de l'art méritait d'être mieux connue du grand public et pouvait trouver ce public. Elle le fait maintenant depuis 11 ans, elle le fait de manière importante puisque effectivement c'est près de 30 à 40 000 visites qui sont comptabilisées sur les 3 jours, sans compter l'université de printemps. Et effectivement, l'histoire de l'art aide aussi à comprendre le monde dans ses errements et dans ses beautés. Je voudrais donc, pour aussi reprendre ce qu'a dit Eric sur l'Ukraine, vous confirmer que nous dédierons un salon particulier du château, le salon Victoria, aux tables rondes consacrées à l'Ukraine, qui se feront le samedi et le dimanche, une le matin, une l'après-midi, donc 4 fois dans la journée. Et nous essaierons de pouvoir aussi manifester ainsi notre solidarité à ce pays qui se bat pour sa liberté et son indépendance. La nouveauté de cette 11e édition est aussi celle du retour du Salon du Livre. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier très chaleureusement Monel Ayot qui a porté haut et fort les couleurs du Salon du Livre pendant les 10 premières éditions, l'installant véritablement dans le panorama des salons du livre qui comptent, et elle a donné à la fois le flambeau avec enthousiasme et beaucoup de générosité à Alexis Argiroglio qui tout à l'heure prendra la parole, et nous sommes très heureux d'accueillir Alexis parmi nous dans cette équipe. Alors c'est très attachant, c'est très prenant, mais vous verrez, c'est juste formidable, qui nous permettra de profiter aussi du retour du Centre national du livre parmi les partenaires du festival, qui accompagnera donc cette importante manifestation tout au long des 3 jours de conférences, de colloques sur lesquels le travail de l'INHA et de la directrice Verle Tillmans est tout à fait remarquable. Nous serons très heureux d'entendre tout ce qui pourrait être dit à la fois sur le thème de l'animal, et comme l'a rappelé très bien Vincent, que je ne saurais paraphraser parce que je dirais des choses beaucoup moins bien que lui, nous avons effectivement, c'est un thème avec lequel le château de Fontainebleau vit parfaitement, l'animal. Il est tellement intégré, je dirais, dans la quintessence même du château qu'il l'incarne d'une certaine manière. Donc 3 expositions ont été produites et sont produites par le château spécifiquement, ou en tous les cas en lien très fort avec le Festival d'Histoire de l'Art. Donc vous pourrez y voir une exposition petite mais tout à fait de très grande qualité appelée Cave Canem, consacrée aux chiens de Louis XV de Jean-Baptiste Oudry, qui se déroulent dans l'appartement Mérimée. Une très belle exposition qui ouvre le 9 avril, consacrée à l'art de la fête à la cour des Valois, dans lesquels les déguisements animaliers sont absolument exceptionnels. Donc le roi n'avait pas peur parfois de se déguiser en ours. Donc vous imaginez un roi d'1,90 m en ours, ça devait être assez impressionnant. Et nous aurons aussi une exposition consacrée à Rosa Bonheur, dont nous fêtons le bicentenaire de la naissance, et qui sera consacré évidemment à l'art animalier de Rosa Bonheur dans le fumoir Carnot, qui est le fumoir aussi de l'empereur, dans lequel a été créé dès 1929 le premier musée consacré par les musées nationaux à Rosa Bonheur, à la suite de la donation qu'en avait faite son exécutrice testamentaire Anna Klumke.
Je voudrais aussi saluer et remercier le Portugal d'être notre pays invité. Nous sommes très heureux et je remercie aussi Vincent d'avoir rappelé que les liens entre le Portugal et Fontainebleau sont réels et historiques. Ce qui est formidable avec Fontainebleau, c'est qu'on arrive absolument à gérer tous les pays. Pour le moment, en tous les cas, nous n'avons pas eu de lacunes sur le sujet. L'année dernière, on avait retrouvé des œuvres japonaises, etc., etc. Et donc là, maintenant, nous savons qu'Éléonore, presque du Portugal, était en tous les cas et a connu Fontainebleau et ses fastes. Et nous serons aussi très heureux d'accueillir et de présenter dans les espaces du château, grâce à la générosité de la galerie Jeanne Bucher-Gégère, les œuvres du grand sculpteur portugais Miguel Branco, qui effectivement illustrent aussi admirablement la grâce et l'art de la nature. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une véritable aussi polyphonie autour de l'histoire de l'art, une véritable mobilisation des énergies vers ce qu'il y a de beau et aussi d'espoir qui vous est convié à Fontainebleau le premier week-end de juin. Et je cède la parole à Monsieur l'ambassadeur du Portugal en lui disant combien nous sommes heureux de l'accueillir à Fontainebleau avec les Anacha dans à peu près 3 mois maintenant. Merci. Ce diapositive me rend facile de dire les fonctions. Donc, Monsieur le directeur de l'Institut national de l'histoire de l'art, Monsieur le sous-directeur des collections à la Direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture, Madame la présidente de l'établissement public du château de Fontainebleau, Mesdames et Messieurs des médias, chers amis. Je crois que je peux être considéré un ami du Festival d'histoire de l'art à Fontainebleau. Je me rappelle très bien de cette merveilleuse fin d'après-midi du Festival de 2019 où la bonne nouvelle du choix du Portugal comme pays à l'honneur dans le futur circulait déjà. Pour cette idée, il y a eu un nombre de bonnes volontés, mais j'aimerais mentionner tout de suite le nom de Philippe Mendes. Et puis, j'étais là de nouveau avec vous l'année dernière en plein japonisme dans l'auditoire du cinéma Extramuros pour la session de clôture où formellement a été annoncé et le thème et le pays à l'honneur pour 2022. Il faut dire que j'ai toujours trouvé la plus extrême bienveillance de la part envers moi, mon ambassade et mon pays, de la part de l'INHA et de la direction du château de Fontainebleau, et un grand merci en particulier à Éric de Chassé et à Marie-Christine Labourdette, et une salutation très chaleureuse pour Wiert Tielemans et pour Damien Hurtubis. Évidemment, les calendriers du festival ont été basculés à cause de la pandémie, mais il faut reconnaître qu'à la fin, cela a permis cette coïncidence vertueuse et exceptionnelle de notre présence à l'honneur au festival coïncide avec la saison France-Portugal. Il y a donc une synergie et cela coïncide avec, disons, la montée en puissance du soft power culturel portugais en France, nous aidant ainsi à renforcer cette sensation d'être très proches, nous, Français et Portugais, de travailler très bien ensemble au point de commencer à nous connaître mutuellement pour de vrai. Je suis très enthousiaste sur ce que cette participation au festival juin prochain peut représenter d'essor pour la coopération dans cette noble discipline de l'histoire de l'art. Et nos efforts de créer une chère Helena Vieira da Silva est bien représentatif de notre sérieux là-dedans. Vous me permettrez aussi l'indulgence de parler d'un projet qui me tient à cœur. C'est l'histoire de mon ambassade, Hôtel Levis. Il y a pas maintenant de 4 historiens d'art qui font partie de l'équipe de recherche qui prépare le livre et j'espère partager les recherches et notre savoir à Fontainebleau. Chers amis, nous allons
découvrir la très riche programmation de cette, et je corrige, j'avais 12e édition, mais c'est la 11e. La 11e édition, en ce qui concerne le Portugal, cela nous permettra de partager les meilleures pratiques de nos universités, musées, collections publiques, mais aussi privées, tout en sachant offrir une approche variée avec les autres domaines de la création artistique. Marie-Christine a déjà parlé de Miguel Branco, on pourrait parler aussi du 7e art. Scientifique, nos laboratoires des universités d'Evora et Nova de Lisbonne en témoignent, et même gastronomique, puisqu'il y aura un stand de dégustation et vente de produits portugais, et pas seulement de pastéis de nata. Comme on pourra entrevoir ce matin en dévoilant la programmation, on veut faire de notre participation au festival un très grand succès, inspiré par ce qui est le plus envoûtant de l'animal, la force, la beauté, la grâce. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Madame Labourdette, Éric de Chassey, Vincent. Vous avez tout dit quelque part, mais on va détailler. Avant de vraiment entrer dans la programmation du festival, je vous invite de regarder le teaser qu'on a conçu pour vous. Alors, comme chaque année, le Festival de l'Histoire de l'Art porte des missions qui le rendent unique. Permettre à chacun de mieux apprécier l'art qui l'environne, mettre en valeur l'histoire de l'art dans son actualité, favoriser des rencontres entre professionnels et un public très large dans une ambiance festive et collégiale, mais plus fondamentalement peut-être et de manière plus spécifique pour cette nouvelle édition, le festival tente de donner des clés de lecture pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Pour la 11e édition, nous avons en effet voulu souhaiter créer un programme de conférences et débats qui résonne avec notre époque. Le programme autour du Portugal met en avant des enjeux sociétaux tels que les relations entre cultures et les effets de la colonisation. Tout au long des 3 jours, il y aura question de la recherche d'une nouvelle alliance entre humains et animaux. Dans le volet actualité du patrimoine et de la recherche, on reparlera des nouveaux outils qui sont à développer pour étudier, restaurer et conserver les œuvres. Des organisations professionnelles sont invitées pour nous parler des problématiques sur lesquelles elles travaillent en ce moment. Et les ateliers dédiés aux étudiants ont pour but de mieux préparer, les aider à préparer leur avenir professionnel. Avec l'ajout des 4 tables rondes sur l'histoire culturelle de l'Ukraine, nous avons voulu réagir sur la situation désastreuse de la guerre. Donc vous voyez vraiment, on veut être dans le présent. Nous espérons que cette programmation vous donnera envie de venir à Fontainebleau pour écouter nos invités, visiter le château, les expositions, voir les films qui vous seront proposés et participer aux nombreuses activités. Le festival ouvrira ses portes le vendredi à midi, ce qui est une tradition maintenant, avec un grand événement, moins traditionnel, le fait que c'est un entretien et pas une conférence, entre 2 grandes figures, un des architectes mondialement les plus connus
Eduardo Souzo de Moura, récipient du prix Nobel de l'architecture, et un des représentants les plus importants de l'école d'architecture de Porto. Il s'en tiendra avec Pedro Cabrita Reis, figure presque inclassable, aussi bien peintre que sculpteur qu'installateur, et dont vous pouvez admirer une sculpture, une pièce maintenant dans le jardin des Tuileries, les Trois Grâces. Donc on commence le vendredi et on clôt le festival le dimanche soir par la masterclass de Teresa Villaverde, la plus grande cinéaste du Portugal, et une personnalité aussi de son côté très engagée dans des enjeux sociétaux. Entre ces deux pôles, des très grands moments se dérouleront de conférences de débat. On a choisi un format avec beaucoup de tables rondes et de débats cette année, aussi parce qu'il y avait une grande envie de nos collègues portugais à y participer et à montrer ce qu'ils font. Vous avez vu sur le teaser plus de 200 événements. Depuis, c'est devenu, je dirais, plutôt 300 événements. Il y aura 3 expositions, dont Madame Labordette vous a déjà parlé, mais il y aura aussi des installations d'artistes portugais contemporains autour de l'animal. Et puis, il y aura évidemment une présence très importante des grands invités. Vous voyez les noms sur l'écran, artistes, cinéastes, acteurs, directeurs de musées, chercheurs, professeurs. Je ne cite ici qu'un nom, j'attire votre attention sur un nom parce qu'il est émouvant, Louis Miguel Sintra, metteur en scène, cinéaste, auteur fétiche de Manuel de Oliveira, sera avec nous pendant le festival. Le volet dédié au Portugal a pour ambition d'offrir un grand panorama des arts visuels de ce pays, traversant toutes les époques jusqu'à aujourd'hui, tous les médiums. C'est une programmation scientifique composée d'une quarantaine d'événements, mais animée par une délégation impressionnante de figures portugaises. Je pense qu'on accueillera plus de 70 personnes, 10 invités, donc aussi bien du monde des musées que du monde des centres d'art et des universités. Ainsi, le festival se pose vraiment au sein de la programmation de la saison France-Portugal. On remercie la Fondation Gulbenkian pour leur soutien, qui nous permet de faire venir autant de voyageurs. Donc vraiment la chronologie sera très large parce qu'on commence avec l'art rupestre de la vallée de Coa. C'est un site extrêmement important, un site de la proto-histoire le plus grand en Europe, qui a été découvert quelque part il y a une vingtaine d'années et donc où la jeunesse pour la première fois s'était mobilisée pour que le projet de construction de barrages ne se fasse pas. Donc de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, il y aura des grands axes qui nous ont aidés à structurer le programme, mais qui évidemment dans le festival ne se verront moins, parce qu'on veut que le festival soit une sorte de mosaïque en fait. On arrive et on a envie, on avait prévu d'aller écouter ça et puis on tombe sur autre chose et on bifurque, etc. C'est vraiment ça l'idée du festival. Donc parmi les axes, patrimoine, la fabrique des collections et des musées, les transferts culturels entre le Portugal et l'Europe, l'empire des mers, évidemment un très grand chapitre, des colonies à la décolonisation, et un autre volet important, dictature, résistance et révolution, et puis identité sous tension, regard sur l'art actuel, et aussi tout un volet sur écrire l'histoire de l'art au Portugal, ce qui n'a pas été aussi évident apparemment, donc il y a des choses à discuter là. Je vous cite juste quelques extraits de la programmation. Entre fondations privées et collections publiques dispersées, l'art contemporain cherche son musée national au Portugal.
Je ne vais pas vous donner les noms de tous nos intervenants, mais il y a des personnes vraiment qui connaissent très très bien le sujet. Autre extrait, table ronde art et sciences, cartographier le monde à l'âge des grandes découvertes. Une table ronde sur modernisme et avant-garde artistique, le Portugal en réseau, vraiment un effort de montrer comment le cadre national, même au début du XXe, au Portugal, n'a pas tout à fait marché. Il y a toujours eu ce désir de travailler aussi avec les pays autour et lointains. Une autre table ronde de l'art au temps du salazarisme, pratique, contestation, résistance, auquel participera Jean-François Chounier, le président du MUSEM, qui est lui-même évidemment un grand ami et connaisseur du Portugal et qui à l'époque est même, je crois, est parti pour se joindre au rang des combattants. Et puis un autre événement autour de le mythe de l'exception portugaise et ses répercussions. Donc vous voyez qu'il y aura beaucoup et pour tout le monde. Je passe maintenant la parole à Fabien Lacouture qui va vous présenter le volet animal et qui est notre chargé de programmation. J'ai oublié de dire que notre équipe s'est renouvelée cette année et je suis heureuse d'être entourée par des jeunes gens aussi talentueux. Merci beaucoup Verle. Le plaisir est absolument partagé. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par quelques mots. Ces quelques mots sont « je me sers des animaux pour parler des hommes et pour instruire les hommes ». Alors évidemment, ces mots ne sont pas les miens. Ce sont les mots de Jean de La Fontaine, vous l'aurez peut-être reconnu. Et ces mots sont finalement ceux autour duquel s'est pensée notre programmation à propos du thème annuel qui est l'animal. Évidemment, parler des animaux revient aussi à parler des hommes. L'animal est un de ces sujets muets de l'histoire et les discours portés sur les animaux sont souvent des discours d'hommes. Et dans un dialogue portant sur l'un des animaux fétiches du fabuliste, à savoir le corbeau, Marie-Élie, qui est une étudiante à l'école du Louvre, et Michel Pastoureau dialogueront autour de l'histoire symbolique du corbeau, oiseau mal aimé pendant de longs siècles, car porteur d'une symbolique toujours négative. Et évidemment, le festival laissera une grande place dans cette partie de la programmation dédiée à l'animal, à cette histoire culturelle de l'animal. Et évidemment, comme l'a dit Madame Labourdette, quel lieu plus parfait que le château de Fontainebleau, qui est le théâtre d'un immense et fabuleux bestiaire pour accueillir ce thème. Cependant, l'objectif que nous avons aussi gardé en tête pour cette programmation n'était pas que de parler des animaux pour parler des hommes, mais aussi pour parler des animaux eux-mêmes. Et plus précisément, de ne pas nous servir des animaux, mais essayer, par l'étendue des recherches en histoire de l'art, de servir d'une certaine manière les animaux. C'est pourquoi la programmation animale s'ouvrira par une table ronde très, très ambitieuse intitulée « Que font les images au bien-être animal ?» qui réunira Thibaut Boulevin et Gilles Bartholins, tous deux maîtres de conférences respectivement à Sciences Po Paris et à l'Université de Lille, Monsieur Sylvain Bélanger, directeur du musée de Capodimonte, et Louis Schweitzer, président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Cette table ronde sera suivie d'un dialogue entre Laurence Bertrand d'Orléac, présidente de la Fondation nationale des sciences politiques et présidente de notre comité scientifique du festival, et Adel Abdesemed, artiste plasticien, sur le thème de la censure et de la violence des images, et qui posera une question qui nous semblait essentielle, à savoir comment dénoncer la violence, et plus particulièrement la violence faite aux animaux, si, même feinte, nous ne sommes plus capables de la regarder. La défense des animaux s'est maintes fois appuyée sur les représentations visuelles. L'art animalier s'est par exemple appuyé sur la psychologie comparée, cette science qui proposait au XIXe siècle d'appréhender la vie, une sorte de vie intime des animaux en parallèle avec celle des humains. Et c'est ce dont vont nous parler Olivier Véron et Thierry Loger, tous deux chercheurs à Sorbonne Université. Et je vous propose de regarder Thierry Loger nous expliquer le propos de leur dialogue. Cela devrait
arriver. Bonjour à tous. La conférence que nous vous proposons avec Olivier Véron pour la prochaine édition du Festival d'Histoire de l'Art s'intitule « Avant Bambi, la psychologie animale dans les arts visuels de 1855 à 1910 ». Avec Olivier Véron, nous sommes tous les deux spécialistes de l'art animalier et en particulier des porosités entre art et science au XIXe siècle. Et donc nous avons souhaité proposer une conférence portant spécifiquement sur l'influence de la psychologie animale en tant que discipline scientifique sur les arts visuels dans la seconde moitié du XIXe siècle. Donc derrière ces quelques mots un peu pompeux, ce sont en fait des questions très populaires que nous avons souhaité aborder. En l'occurrence, comment, avant le film Bambi, qui a marqué tellement le public, on avait déjà appris, depuis un demi-siècle, à être ému par l'image donc, de l'animal. Pour l'aborder, nous allons véritablement nous attarder sur l'impact, en particulier, et le rôle des sociétés de protection des animaux en Angleterre puis en France, qui ont mis en avant l'idée de souffrance animale dans l'image, qui ont donc ainsi mis en place l'idée d'un ressenti animal codifié visuellement. Donc apparaît ainsi dans le genre animalier la notion d'empathie avec les bêtes. Et c'est à partir de cette question que l'on va voir donc transgresser la question du genre animalier, qui n'est plus seulement la représentation d'un animal, mais un genre qui devient lui-même quasiment moral. Donc cette évolution est particulièrement notable en France, elle le sera plus encore aux États-Unis, donc à la fin du XIXe siècle, où on va voir apparaître, en parallèle de la naissance de la psychologie animale en tant que discipline universitaire, des personnages animaux particulièrement célèbres dans la littérature et dans les arts, parmi lesquels Cro-Blanc, Chuck ou Lobo, donc Jack London, Ernest Seton, qui vont introduire dans les arts visuels la question donc, de l'animal intime, de l'animal pensant ou de la biographie animale. Et dans ce sillage apparaîtra Bambi de Félix Salten avant de devenir le film de Disney. Alors, au sein de la programmation, une autre question, celle des espaces dédiés aux animaux, qu'il s'agisse des zoos, des ménageries royales et impériales, des volières, à la Renaissance également, auront une grande place dans les discussions, et ce qui permettra d'historiciser, d'éclairer sous un nouveau jour ces débats très contemporains, à nouveau, des espaces réservés aux animaux dans nos sociétés. Et comme celle du volet consacré au Portugal, la programmation du volet animal est d'une grande densité, avec 33 événements et plus de 70 intervenants. Elle se caractérise aussi par une diversité d'aires géographiques et de périodes chronologiques, puisque nous allons de la préhistoire et des peintures rupestres du sud de la France et du sud du Sahara, figurant des animaux ou des personnages hybrides, à l'Europe de la Renaissance, théâtre d'un magnifique duel artistique entre le rhinocéros, que nous avons vu gambader sur le teaser, et également l'éléphant, jusqu'à l'art le plus contemporain. Nous avons vraiment souhaité que ces 3 jours reflètent la diversité des manières dont l'homme, par les arts, a approché, voire s'est rapproché de l'animal. Ainsi, pour terminer cette présentation qui ne rend pas justice à la richesse de la programmation, je vous invite à regarder cette vidéo que nous a fait parvenir Barthélemy Togo, artiste plasticien pour qui l'animal est un acteur majeur dans son processus de création. Bonjour, je suis Barthélemy Togo, artiste camerounais. Je vis et travaille à Paris dans le 20e arrondissement, mais aussi au Cameroun où j'ai créé Banjul Station, une résidence d'artistes du monde entier où ils peuvent venir et travailler sur place. Dans mon univers graphique, c'est vrai, il est peuplé de beaucoup d'animaux, de différents genres, des reptiles, des félins, les serpents côtoient les léopards côtoient des porcs épics, ou des singes, ou le porc, ou la chèvre, le mouton. Tout cet univers d'animaux m'étonne et m'impressionne particulièrement parce que ce sont des êtres qui ont une âme et qui n'ont pas le même langage que moi, et que je passe par eux pour leur dire des choses, pour leur faire dire des choses, pour exprimer des choses. Ils sont comme des comédiens que je travaille avec eux
et chacun a un rôle, chacun parcourt mon dessin et a un rôle par le mouvement, par le geste ou par l'acte qu'il exprime dans un espace de dessin. Et ces comédiens sont des maîtres de leur geste, de leur rôle qu'ils expriment dans mon univers graphique. Je passe à présent la parole à Damien Truchot, qui, en sa qualité de programmateur cinéma, va vous exposer l'ensemble du volet cinéma du festival. Merci beaucoup Fabien, et merci Verle pour tes mots également, qui touchent beaucoup. Je suis très heureux de vous présenter la section cinéma, donc, qui, comme chaque année, s'adresse à tous les publics. J'insiste, mais je ne vais pas développer tous les publics, ça veut dire aussi les familles voilà, que j'ai envie d'inviter à venir au festival pour une proposition jeune public assez développée, cette année évidemment grâce au thème animal. La programmation cinéma, elle a été conçue en écho, en lien étroit avec les nombreux autres événements autour du pays invité et du thème annuel. Elle s'articule pour cette 11e édition autour donc d'une trentaine d'événements, des projections de films évidemment, mais aussi une table ronde réunissant 3 cinéastes et des conférences pour prolonger les projections, mais aussi ouvrir à d'autres sujets. Les projections réunissent courts, longs métrages, fiction, documentaires, films d'artistes, œuvres vidéo, cinéma d'animation, des films de toutes les époques et des cinéastes connus et méconnus, des grands classiques, et aussi des œuvres jusqu'à présent très peu diffusées en France. Je vais y revenir. Comme vous allez retrouver la programmation de manière très détaillée dans le dossier de presse, je vous propose de plutôt mettre un coup de projecteur sur 2 informations importantes concernant cette programmation cinéma. La première, c'est la présence dans la programmation d'un très grand nombre de films restaurés récemment, c'est-à-dire ces 2 ou 3 dernières années, voire derniers mois, et de fait encore très peu montrés en France. C'est le cas des 6 titres que nous avons le grand plaisir de proposer en collaboration avec la Cinémathèque portugaise. L'occasion de mettre en lumière donc l'important travail de restauration et de conservation effectué par l'institution grâce aux équipes de José Manuel Costa, le directeur qui sera présent pour accompagner ces séances. Et notamment, je mets simplement en avant la très récente, vraiment très récente restauration en copie numérique de l'une des œuvres les plus importantes du très grand cinéaste Manuel de Oliveira, c'est Val Abraham. Voilà, on sera les tout premiers à montrer en version numérique dans une restauration 4K. Du côté du volet animal, c'est le film de Georges Franju, Le sang des bêtes, qu'on présentera dans sa restauration réalisée également très récemment, conjointement par le CNC, l'incroyable équipe de l'image retrouvée et la Cinémathèque française. La deuxième information à retenir, c'est le nombre important d'invités. Vous avez déjà eu un petit aperçu avec les précédentes interventions, mais je vais revenir dessus. On a un très grand nombre d'invités qui accompagneront les films. À savoir tout d'abord que toutes les projections seront introduites par des spécialistes et de nombreux critiques de cinéma. Certaines projections seront également suivies de rencontres avec les artistes et les cinéastes. Pour le volet animal, c'est l'artiste Étienne de France qui viendra présenter un film très singulier, Tales of a Seacow, qui nous invite à partir à la recherche d'un mammifère marin disparu au XVIIIe siècle. Je ne vous en dis pas plus. L'artiste et cinéaste Nicolas Boone qui va présenter son tout dernier film, donc je pense ce sera une première mondiale, a priori, un film intitulé Bonheur, qui est un réjouissant portrait de l'artiste engagée, radicale et moderne qui était Rosa Bonheur. Emmanuel Gras, Christine Baudillon et Elsa Maury seront présents tous les 3 pour accompagner leurs films, respectivement Bovine, Animal Pensivité et Nous la mangerons, c'est la moindre des choses. 3 films absolument bouleversants, 3 documentaires d'immersion au plus près de la vie animale, au plus près de son intelligence et de sa sensibilité. Et nous aurons le plaisir de réunir les 3 cinéastes pour une table ronde absolument inédite, afin de revenir avec eux sur la façon dont la douceur, la tendresse et une profonde attention caractérisent leur approche. Autrement dit, la façon en somme dont ils abordent, par le biais de la caméra, en cinéma, la notion de bien-être animal. Enfin, c'est l'écrivaine écologiste Muriel Pic qui accompagnera la projection du sang des bêtes de Georges Franju en nous proposant 2 de ses propres films en regard de ce grand classique.
Du côté du volet Portugal, vous l'avez déjà entendu, nous aurons le grand plaisir d'accueillir le metteur en scène et comédien Luis Miguel Sintra, la comédienne et réalisatrice Marianne Medeiros, qui nous présentera l'un des films qu'elle a réalisé, Capitaine d'Avril, mais aussi l'un de ses plus récents en tant que comédienne, L'Ordre moral de Mario Barroso. Breaking news, il est possible que Pedro Costa se joigne à nous à la toute dernière minute parce qu'il sera en montage au Centre Pompidou. Donc si le montage se passe bien pour le montage de son exposition et juste avant sa rétrospective au Jeu de Paume, voilà, il m'a promis de peut-être passer une tête le dimanche soir, mais voilà, on peut pas vraiment le confirmer. On serait ravis évidemment de l'accueillir, et enfin nous nous réjouissons d'accueillir évidemment Teresa Villaverde. Je le redis parce que c'est une très très grande cinéaste, donc de cette génération, la même génération que Pedro Costa, qui a émergé dans les années 90-2000 pour un cinéma radicalement, formellement très engagé. Et elle reviendra sur son parcours, ses convictions, le temps d'une masterclass, et accompagnera également son dernier film en date, qui est Contre ton cœur. Et donc je vous invite immédiatement à regarder la pastille qu'elle a eu la gentillesse de nous envoyer Teresa Villaverde. Bon dia, bonjour. Je suis Teresa Villaverde et ça va être la première fois que je vais être au festival et je pense que on vit dans un moment tellement difficile et complexe de nos vies qu'un festival qui croise plusieurs formes de l'art et de pensée, c'est vraiment très important aujourd'hui, peut-être même plus important que jamais. Et être au festival pour présenter un de mes films et aussi pour donner la masterclass, ça va être une possibilité d'être et de parler aux gens dans ce moment. Et aussi, je suis sûre que je vais profiter aussi le temps pour connaître d'autres artistes et d'autres choses que je connais pas encore. Et je pense vraiment que c'est un moment où il faut être ensemble et apprendre les uns avec les autres. Et merci beaucoup pour cela et à bientôt, à très bientôt. Merci. Voilà pour la programmation cinéma, et je vous invite évidemment à revenir vers moi si vous souhaitez en savoir plus sur cette proposition jeune public dont je serais ravi de vous parler. Et je repasse maintenant la parole à Fabien pour vous présenter l'actualité du patrimoine. Alors, donc, actualité du patrimoine, mais plus précisément encore actualité de la recherche et du patrimoine. Parce que, évidemment, l'histoire de l'art, prise dans son acception la plus large possible, c'est-à-dire comprenant recherche universitaire, mais aussi études muséales, études patrimoniales, recherche scientifique sur les œuvres, mais également travaux de restauration, est une discipline vivante, foisonnante de projets et multiforme, nous avons souhaité mettre en avant sa diversité et surtout sa pertinence dans l'époque actuelle au sein du volet actualité de la recherche et du patrimoine. Ce volet comporte 21 événements réunissant près d'une 50aine de participants. Il a été conçu à la fois sur des propositions qui nous ont été faites, des cartes blanches que l'on a laissées ou des cartes blanches que l'on a laissées à nos nombreux partenaires scientifiques et culturels. L'un des grands événements de cette programmation est sans conteste une table ronde qui marque le début, la naissance d'un partenariat entre le festival et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Cette table ronde portera sur la culture visuelle de l'esclavage du XVe siècle, du XVe siècle à nos jours, à la fois à travers les images qui ont été produites pour appuyer la traite, mais aussi celles plus récentes ayant pour but, cette fois-ci, de contester et de résister à ce processus. Il sera aussi question du Cyclope, cette œuvre monumentale au cœur du bois de Milly-la-Forêt, près de Fontainebleau, construite en 1969 par Jean Tinguely, en collaboration avec Niki de Saint-Phal, restaurée ces derniers mois et qui rouvrira quelques semaines, voire quelques jours avant l'ouverture du festival. Et une table ronde sera dédiée à cette restauration de ce monument marquant. Les conservateurs des monuments historiques seront également bien présents, avec une carte blanche qui nous est revenue sous la forme d'une table ronde et de 2 conférences individuelles, dont une portant sur la restauration du magnifique phare de Cordouan dans l'estuaire de la Gironde.
Une table ronde également faisant intervenir Yannick Lins, conservatrice des arts de l'islam du Louvre, François Coulon du Musée des Beaux-Arts de Rennes et Nouran Benazouna de l'Université de Strasbourg, viendra également proposer un retour critique sur l'opération Art de l'Islam, un passé pour un présent, qui regroupait ces 18 expositions dans autant de villes de France métropolitaines et d'outre-mer. Enfin, nous nous trouvons aujourd'hui, ce matin, dans l'auditorium Jacqueline Lichtenstein de l'INHA, et l'INHA abrite plusieurs projets, de nombreux projets de recherche, dont les conclusions de certains, et je pense notamment aux projets portant sur le quartier Richelieu, mais également aux divers projets numériques, et notamment ceux autour de la figure de Jacques Doucet, seront présentés dans plusieurs tables rondes et dialogues. Et je repasse maintenant la parole à Verleux, qui va nous présenter le reste de la programmation, les rencontres professionnelles et les rencontres étudiantes. Merci. Je vais faire assez vite. Ça a été déjà mentionné par Monsieur Droguet. Les rencontres professionnelles sont une nouvelle initiative. On a testé cet été dans des circonstances bien particulières, évidemment. C'est une initiative pour réunir ensemble pendant le festival, sous forme d'ateliers, des historiens de l'art, des professionnels de tout corps de métier, pour qu'ils partagent leurs expériences et ils parlent de ce qui ne va pas et de ce qui va, et éventuellement de projets d'avenir. Donc dédié cette année à la recherche, comment le relier mieux, recherche et musée, pas uniquement, c'était vraiment recherche dans toutes sortes d'incitations culturelles, comment faire. Et par exemple, on aura tout un atelier sur la céramique, parce qu'on s'est dit avec le Portugal, il y a une grande expertise sur l'étude, la restauration, la conservation des azulejos. Donc on va profiter de la présence de nos collègues pour parler de ça. Donc aussi en présence d'une artiste, Hélène Delprat, qui récemment a aussi participé à l'atelier de Sèvres pour fabriquer des porcelaines. C'est juste un exemple, évidemment c'est sous réservation, donc c'est pour les professionnels, mais on trouve que c'est important, un peu dans la lignée de ce qui se passe aussi dans les rendez-vous de l'histoire de Blois, pour qu'on on échange mieux entre nous. Les rencontres étudiantes, c'est un volet auquel je tiens particulièrement, parce que évidemment les étudiants prennent la parole pendant la conférence, le programme de conférence en soi, tout comme les seniors, si on peut dire, mais dans ce volet-là, on essaye de mettre en place des événements qui les intéressent en particulier aussi, là où ils peuvent présenter leurs travaux, parler de leur formation, et éventuellement déjà commencer à choisir leur parcours. Donc cette année, on va encore une fois accueillir des étudiants de l'école du Louvre avec 4 grandes tables rondes, des élèves de l'Institut national du patrimoine, mais on aura aussi des élèves de l'école des beaux-arts de la restauration d'Avignon. Et puis, je suis aussi très heureuse de pouvoir dire que grâce au soutien de la saison France-Portugal, on peut faire venir des étudiants portugais pour qu'ils assistent au festival, et on va avoir l'occasion de faire un séminaire fin avril avec des étudiants français qui vont aller à Lisbonne, à l'Université Nova de Lisbonne et à Coimbra. Donc il y a aussi cet aspect échange que le grand public voit moins, mais qui est au cœur de nos activités. Et puis il y a un événement par contre qui attire l'attention du public, qui est ma thèse en 180 secondes, ma thèse en histoire de l'art et archéologie en 180 secondes. C'est un exercice qui existe dans tous les domaines, je pense que ça a démarré dans les domaines des sciences d'ailleurs, mais qu'on met aussi en place en histoire de l'art ici à l'INHA pendant les journées
du patrimoine. Au festival, pour la première fois, on va donner donc la parole à des doctorants qui vont en 3 minutes, c'est vraiment très peu, présenter leurs travaux, mais ça va être en ligne directe cette fois-ci, avec la possibilité du public en ligne de voter. Et donc là, je remercie la Fondation pour l'art et la recherche qui soutient cette initiative. C'est très vivant et ça va se passer sous le chapiteau ouvert pour que tout le monde qui passe ait envie d'assister. Et pour illustrer ce volet, je vous invite à regarder la pastille du gagnant du concours de l'année dernière, Lou Foster, qui est un doctorant ici à l'INHA. Je m'appelle Lou Forster, je suis doctorant à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales, et je suis chargé d'études et de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art. L'année dernière, j'ai participé au concours Ma thèse en histoire de l'art en 180 secondes, dont j'ai été le lauréat. Et lorsque je réfléchis un peu, un an maintenant, presque après cette expérience, ce qui m'a plu le plus, c'est probablement le fait de glisser comme ça dans un exercice rhétorique, qui est quelque chose qui est généralement à la lisière ou à la bordure du travail qu'on fait, du travail de recherche qu'on fait pour sa thèse, et qui est un exercice très différent, puisque ça suppose à la fois de synthétiser, mais aussi de rendre, je dirais pas accessible, mais plutôt attrayant et stimulant les questions sur lesquelles on travaille comme ça dans la longueur. Voilà. Oui. L'Université de Printemps, son représentant est avec nous, organisé par le soutien du ministère de l'Éducation. Elle est avec le festival depuis, pas peut-être 11 ans, depuis 11 ans. Mais cette année, vous avez décidé d'être là de façon plus intensive encore. Donc, vous arrivez déjà le jeudi. Donc, il y aura 6 ateliers dédiés au thème de l'animal, l'animalité dans l'humain. C'est pas comme ça. Humanité, animalité. Ils sont encore en train de chercher le titre. Avec donc 90 stagiaires, ce sont des professeurs de lycée qui sont là et qui viennent écouter des professionnels aussi pour trouver des outils pédagogiques qu'ils puissent après appliquer dans leurs cours. Donc il y a c'est plutôt aussi clos, mais il y a une table ronde que je signale, les fables de La Fontaine, un recueil à lire et à regarder, où il y aura 2 dessinateurs qui ont participé à la commande du ministère de la Culture, Emmanuel Guibert et Vouch, qui vont être présents et qui vont parler de leur expérience de dessiner les fables sous cette forme. Voilà. Je passe maintenant la parole à mon collègue David Milroux qui va vous présenter la programmation culturelle du château de Fondamy. Merci Verle. Bonjour à toutes et à tous. Alors le château propose, en complément de cette richissime programmation scientifique, une programmation spécifique qui s'adresse à tous les publics sous des formes extrêmement diverses. Donc des visites guidées, du spectacle vivant, des ateliers de pratique et d'initiation artistique, bref, autant d'entrées qui mènent le visiteur à la découverte de cette discipline qui est encore assez mal connue du grand public, l'histoire de l'art, ses acteurs et ses professionnels. Alors effectivement, comme il a déjà été dit, la thématique de cette année est particulièrement riche et favorable pour redécouvrir le château par de nouvelles portes. Elle va nous amener principalement à la rencontre de la majesté animale dans un château royal qui a été bâti à la lisière d'une forêt où l'animalité sauvage est bien réelle et bien présente. Ce festival sera donc l'occasion de raconter, ou plutôt encore une fois de re-raconter toute l'histoire du château par un nouveau prisme, le prisme du règne animal. Ce week-end-là, c'est l'animal qui sera roi au château, qui nous renseigne, et voilà, qui se décline à Fontainebleau en un foisonnant bestiaire artistique, qui nous renseigne sur l'importance du lien qu'unit l'animal à l'homme durant les siècles. Pourquoi le pouvoir de François Ier s'exprime-t-il sous la forme d'une salamandre, celui de Napoléon sous celle d'aigle et d'abeille? Quelle est la place de ces rois des animaux, animaux des rois, que sont l'éléphant, le cerf,
le lion, le dauphin, dans la symbolique même du pouvoir et les décors du château. Quels sont et quels étaient les lieux de l'animal à Fontainebleau? Alors l'animal, c'est une figure permanente de l'art, comme cela a été dit. Ça a toujours été une source d'inspiration et un défi pour les artistes de Fontainebleau qui ont sans cesse cherché, au fil des siècles, à déceler sa part d'âme. Alors, comme Madame la Présidente le rappelait, 3 expositions sont proposées au château sur ce sujet. Alors, nous avons évidemment l'exposition L'art de la fête à la Cour des Valois, qui va nous montrer à quel point l'animal a été une source d'inspiration absolument extraordinaire pour la confection de costumes de cour, comme le costume d'ours de François Ier, ou ceux d'homme de grenouille, de chevalier au cygne ou d'homme loup. L'exposition Kawe Kanem, qui réunit pour la première fois 6 portraits des chiens de Louis XV par l'artiste Jean-Baptiste Oudry, et qui vont former dans l'appartement Mérimée du château une véritable antichambre des chiens. Vous verrez à quel point l'artiste a cherché à leur insuffler un étonnant supplément d'âme et une chaleur de sentiment qui les humanise presque. Et enfin, nous mettons à l'honneur cette année, en 2022, pour le bicentenaire de sa naissance, la plus célèbre artiste peintre animalière du XIXe siècle, Rosa Bonheur, à travers une exposition d'une 50aine de tableaux, dessins et lithographies qui vont démontrer la fascination de Rosa Bonheur pour cette majesté animale et son souci permanent d'en capturer l'âme. Très beau titre de l'exposition. Donc pour raconter toute cette histoire à nos visiteurs, le château ouvre pendant 3 jours en très grand, avec une programmation culturelle et pédagogique entièrement gratuite. Donc nous allons avoir un programme d'une 20aine de thématiques de visites guidées nouvelles, réalisées certes par des guides du château pour tous les âges, mais aussi par des conservateurs de l'établissement, des spécialistes qui vont partager avec le public leur expertise et leur passion de la discipline. Par exemple, dans l'idée de l'ouverture la plus large possible du château ce week-end-ci et de son patrimoine, eh bien, on croit toujours tout connaître à Fontainebleau à force d'y revenir. Eh bien, le directeur des bâtiments et des jardins donnera cette année accès à de l'inédit, comme le quartier des Héronnières, les anciennes grandes écuries du roi qui permettront de s'approprier les lieux mêmes de l'animal au sein du domaine. Des étudiants bénévoles de l'école du Louvre qui feront vivre auprès du public, et ce pendant 3 jours, le patrimoine du château sous forme de visites et de médiation libre dans les salles. Alors ces visites de nos jeunes étudiants en histoire de l'art, étudiants qui expérimentent leur futur métier auprès du public, permettront de questionner le regard sur l'animal en abordant des sujets aussi divers que les métamorphoses mythologiques, l'épineuse question de la domesticité et de la sauvagerie, qu'est-ce qu'un animal domestique, qu'est-ce qu'un animal sauvage, ou même les enjeux esthétiques et même éthiques, pourrions-nous dire, de l'animal comme matière de l'art, au cœur de la fabrication et des constituants de l'œuvre, ça va des pigments, des peintures utilisées dans les tableaux jusqu'au chapeau en feutre de castor de Napoléon, exposé dans notre musée. Si on ne connaît rien en histoire de l'art ce week-end-là, il ne faut pas s'inquiéter car des sas d'entrée vont être proposés au plus large public. La RMN, partenaire depuis toujours, proposera une grande conférence introductive sur l'animal dans l'art de Lascaux à nos jours et mettra à disposition des plus jeunes une mallette de jeux éducatifs mobilisant les grandes œuvres d'art convoquant l'animal. Transmettre l'histoire de l'art, c'est aussi avec humour qu'on peut le faire. Ainsi sera programmée pour la première fois au festival une conférence dérapante. Alors, c'est-à-dire une pièce de théâtre qui commence comme une forme de conférence en salle très sérieuse sur un thème à propos, l'ours à bras le corps, et qui progressivement dérape dans le burlesque. Alors, et c'est sûr qu'en invitant un animal aussi turbulent comme celui de la conférence, on assiste à une forme de débordement assez délirant, mais tout en apprenant de nombreuses choses sur la symbolique de cet animal, des cavernes de la préhistoire jusqu'aux nounours des chambres d'enfants. Alors, pour le jeune public n'est pas du tout oublié. Il y aura de nombreuses visites qui seront présentées pour les plus jeunes. On aura également un pôle jeune public qui rassemblera à la fois une microfolie, c'est-à-dire une forme du numérique d'initiation à l'histoire de l'art, mais également, pendant tout le week-end, des initiations auprès d'artistes professionnels à la pratique artistique autour de l'animal, des ateliers de peinture animalière, des ateliers de modelage animalier, en écho avec les 200 ans, évidemment, de la naissance de Rosa Bonheur. On ne peut pas parler de l'animal dans l'art sans penser à la musique. On a tous en tête le célèbre carnaval des animaux de Saint-Saëns. Eh bien, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris proposera cette année, dans la salle de bal du château, une variation autour de ce thème. Alors, un concert consacré au carnaval baroque des animaux, qui mettra notamment à l'honneur le ballet des coqs de Prétorius, puisque rappelons que le coq
est certes un animal fortement symbolique en France, mais c'est un animal extrêmement important symboliquement aussi au Portugal. Pour terminer, je pense qu'il est important de rappeler que le festival, c'est l'occasion d'un partage des lieux et de la culture qui est unique, et une expérience d'éducation artistique et culturelle qui permet une découverte et un apprentissage ouvert au plus grand nombre. Donc le château a noué depuis plusieurs mois un partenariat avec de nombreuses écoles, et c'est plus de 300 élèves, dont des élèves lusophones, qui travaillent déjà depuis septembre sur la thématique du Festival d'Histoire de l'Art et qui se forment déjà au patrimoine du château sur ce sujet. Donc on aura notre partenariat emblématique avec l'association Orchestre à l'école qui fera venir une de ses classes orchestres pour un concert en salle de bal spécialement créée en lien avec la thématique du château, le carnaval des animaux, mais en lien avec le pays invité, avec de nombreux morceaux de fado qui vont être joués par nos élèves. Et pour terminer, la photographie ne sera pas en reste, et une question plus générale et plus profonde sera posée par le festival à travers un projet spécifique d'éducation artistique et culturelle, sous la forme d'une exposition photographique avec l'artiste Claire Tenu, qui a travaillé avec des élèves depuis septembre pour sonder l'imaginaire de ce qui se cache derrière la porte. Alors quand on visite le château, on a toujours envie de savoir ce qu'il y a derrière la porte. C'est un peu une réaction classique de la visite. Mais ce qui nous rappelle surtout que rentrer dans un château, dans un musée ou dans l'histoire de l'art, ce n'est jamais une évidence. Traverser les frontières et les seuils nécessite parfois une longue appropriation des lieux et des œuvres par l'imaginaire. C'est sur ce sujet-là que nous avons travaillé. Frontière entre le quotidien et l'extraordinaire, cette exposition photographique vous révélera quelques envers et secrets des portes scellées que vous croisez dans le parcours de visite du château. Bref, il me semble que cette exposition est une image même de ce qu'est le Festival de l'Histoire de l'Art, une manifestation qui nous aide chacun à franchir les portes. Donc merci, je vais passer la parole à Alexis Argiroglo qui présente le Salon du Livre. Merci David, bonjour à toutes et tous, je suis très heureux d'être ici, de pouvoir vous présenter quelques éléments sur le salon donc, qui reprend cette année. Alors pour moi un salon du livre c'est un peu comme une librairie, un tapis, un plateau de jeu ou un jeu de cartes, c'est une représentation du monde en miniature et c'est ça qui rend la chose particulièrement intéressante. Alors ça se passe pour le salon du livre du Festival d'Histoire de l'Art à Fontainebleau dans un château que j'ai découvert, j'avais des souvenirs un peu enfants, mais je l'ai surtout découvert grâce à Damien qui m'a fait une visite qui ne pouvait pas être exhaustive, mais qui était très très longue, et on a été même dans les combles, on a découvert des graffitis de la fin des années 40, avec des champions de boxe, avec une caricature de Staline avec des lèvres rouges, c'était assez extraordinaire, on était sur les toits, enfin voilà. Donc moi j'adore les châteaux, donc je trouve ça super, le château comme destination culturelle, mais comme lieu destiné aussi à l'histoire de l'art et à l'art de raconter des histoires. Pour moi, les deux vont bien ensemble. Alors, ça, c'était des remarques liminaires. J'ai juste deux petites histoires à vous raconter, très brièvement, rassurez-vous. La première, c'est que vous connaissez, pour partie d'entre vous sans doute, c'est d'Italo Calvino, le château des destins croisés. Alors, on a plusieurs personnes qui sont égarées en forêt. La nuit tombe et il y a un château un peu au loin, chacune se dirige vers ce château en espérant l'hospitalité, c'est-à-dire le gîte et le couvert, comme c'est l'usage. Et une heure un peu plus tard, tout le monde se retrouve autour d'une grande salle de réception. Et alors que chacun veut se raconter son histoire et qu'est-ce qui l'a amené ici, tout le monde est frappé de mutisme. Alors heureusement, il y a un jeu de tarot opportunément déposé sur la table qui va permettre à chacun et à chacune de raconter son histoire en combinant les images très narratives du jeu de tarot. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est pas dans un livre. C'est Nathalie, qui est une cliente de ma librairie, qui est très sympa, et qui m'a dit avoir grandi à Fontainebleau, et notamment dans le café que tenaient ses parents, l'Impérial, 15 rue d'Hénécourt, en face du château, au côté cour des offices, où va se passer le salon. Et en fait, le père de Nathalie recevait les employés du château le matin et le soir. Et il y en a un, sans doute celui qui remontait les horloges avant le mécénat d'une célèbre marque de montres, lui a confié une clé des caves. Et les caves du café et du château communiquaient. Et donc Nathalie a passé toute son adolescence dans les années 70-80 à faire bamboche, à faire des soirées clandestines, des barbecues, à jouer aux cartes, à se raconter des histoires, à jouer aux jeux de l'amitié, de l'amour. Voilà, c'était une très belle histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et aujourd'hui, Nathalie enseigne l'histoire de l'art à l'école S-Mode et à la Manufacture de Sèvres. Voilà.
Alors ces deux histoires, pour vous dire l'orientation générale du salon cette année, on va se raconter des histoires et beaucoup d'histoires. Alors histoire de l'art, histoire du passé, du présent du passé, pardon, et du présent toujours mobile de l'actualité, actualité de la recherche, actualité de la création éditoriale. On va exposer un maximum de production, de savoir dans le champ de l'histoire de l'art, comprise à la fois comme discipline relevant des sciences humaines et sociales, un ensemble de pratiques, de méthodes, d'opérations, de motifs, mais aussi comme, et je remercie Victor Claes d'être présent, comme jeu de position. Voilà, en empruntant au titre de votre essai sur quelques billards peints. Donc il va s'agir d'exposer toutes ces positions en histoire de l'art qui font la richesse du domaine et de l'édition. On exposera aussi cette production en l'inscrivant dans le champ plus large de l'histoire matérielle, de l'anthropologie, de l'histoire du corps et des sensibilités, et en l'ouvrant à d'autres domaines de création et de recherche, sciences sociales, sciences du vivant, littérature, art de la scène, jeunesse, bande dessinée. L'art sera beaucoup envisagé sous l'angle de sa réception et de ses usages. On interrogera ses modes de circulation, de diffusion, de mémorisation, de narration et de consommation. Donc, pour mettre en scène tout ça, il va falloir une scénographie un peu ajustée, un peu taillée sur mesure. Moi, je suis libraire dans le Sentier, donc j'aime bien la couture. Donc, on a défini un modèle un peu carré de chapiteaux, subdivisé en 4 zones cardinales qui correspondent aux points cardinaux. Et le tout séparé par une grande travée centrale qui sera occupée par des tables de jeu, par un billard français. Il y a quelque chose qui sont prévus comme ça, et toutes ces tables vont servir à une longue discussion qui va avoir lieu pendant les 3 jours, animée par un binôme sur chaque demi-journée, et qui va ouvrir une longue discussion sur les méthodes, sur les opérations en histoire de l'art, et dans les domaines associés. Et donc, la première question sera, quelle est votre position? Et à partir de là, on déroulera le fil d'une recherche, le fil d'un travail. Voilà, donc là je peux vous citer quelques noms de personnes qui seront très heureuses de prendre en charge cette chose-là. Il y a Victor Claes, on a commencé à en parler, mais on va en reparler. Il y a Manuel Charpy qui travaille les Nacha aussi. Il y a Émilie Noteris qui travaille sur les généalogies féministes de l'art moderne et contemporain. Il y a Philippe Baudouin aussi. Alors lui, on pourra se poser la question, est-ce que l'histoire de l'art est une maison hantée? Il a beaucoup travaillé sur la photographie de spectres et autres sujets connexes. Il y a Didier Schulman qui a dirigé jusque récemment la bibliothèque Kandinsky. Il y a Paul Stuhlmann qui est professeur aux Arts Déco. Enfin, tout un nombre de personnes qui pourront, qui ont le goût des histoires et le goût d'aller chercher des histoires, d'autres histoires, qui pourront animer ces tablés. Et sinon, alors le but effectivement du salon, c'est d'assurer une bonne représentation de l'activité éditoriale en histoire de l'art et dans les domaines qu'on souhaite lui associer pour l'occasion, enfin naturellement associer, j'ai envie de dire. Donc on est très heureux de pouvoir associer cette année des maisons comme La Découverte, comme Le Seuil, mais aussi des maisons plus petites, Anacarsis, Anamosa, ça c'est dans le champ des sciences humaines et sociales, et aussi en littérature, en jeunesse, en bande dessinée. Je ne vais pas toutes les détailler, ça serait un peu long. Les revues ne seront pas en reste, on souhaite multiplier le nombre de références et de domaines de recherche. Et nous souhaitons aussi la présence d'institutions qui ont soit une politique éditoriale particulièrement dynamique ou singulière. Je pense au MUSEM, je pense au musée de Strasbourg, mais qui était déjà présent, Centre Pompidou, Metz, musée de la carte à jouer, musée français de la carte à jouer, la Villa Médicis, avec Francesca Alberti, qui pourra aussi mettre en scène un peu toute l'activité éditoriale dans de multiples domaines qu'accueille la Villa Médicis. Et voilà, je crois que c'est tout. Enfin, Je pense que vous voyez, on a trouvé un nouveau souffle pour la deuxième décennie qui s'annonce avec le festival, et c'est vraiment grâce au succès du passé, je pense, parce qu'on a une base sur laquelle on peut construire, mais là on repart. Donc merci et bienvenue Alexis à vous. Évidemment, le festival est une grande manifestation collective qui ne peut pas se faire
peut pas se préparer uniquement par notre petite équipe. Et depuis mon arrivée il y a 3 ans, je constate combien il y a un vrai désir de nos collègues des associations professionnelles, de toutes sortes de s'associer. Donc je remercie tous nos partenaires fidèles qui sont là avec nous depuis le début. Et puis je dis bienvenue aux nouveaux pour cette édition. Il fait plaisir personnellement pour moi de voir grandir ce festival qui est vraiment quelque chose de spécifique. Nous y travaillons corps et âme toute l'année, vraiment. Donc on compte quelque part sur vous pour diffuser cette nouvelle édition. Faites venir le public, on en a besoin, surtout dans des moments comme celle-ci. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation spéciale Ukraine, je peux vous en parler un peu à part, mais là je donne la parole à mon collègue Damien Hurtebise qui va donner le mot de clôture, et rendez-vous à Fontainebleau le 3 juin. Merci Verle. Alors, avant de donner un mot de clôture, c'est un peu tôt parce qu'il y a une programmation très ambitieuse qui vous a été présentée, puisque l'objectif de ce festival pendant 3 jours, c'est de faire de l'histoire de l'art une fête. Mais cette présentation que vous avez entendue n'est pas exhaustive, puisque nous avons la chance d'avoir autour du château et dans le territoire de nombreux partenaires culturels qui proposent également une offre adaptée en lien avec le thème de l'année ou le pays invité. Parmi ces partenaires, je pense naturellement à la ville de Fontainebleau qui dispose de tout un tas d'infrastructures sur place culturelles, à commencer par le théâtre municipal, et qui, au moment du festival, font une offre spécifique. Je pense à la Galerie Art Fontainebleau qui, depuis 2017, accompagne le festival par une programmation ad hoc. Je pense bien sûr aux 26 communes qui forment le pays de Fontainebleau et dont beaucoup ont un lien étroit avec l'histoire de l'art, à commencer par Barbizon, qui a accueilli tant de peintres au XIXe siècle et qui aujourd'hui encore est une destination de choix pour tous les amateurs d'histoire de l'art. Je pense aux communes avoisinantes comme Grès-sur-Loing avec sa mairie-musée, comme Thomery avec le château de Rosa Bonheur, qui connaît une métamorphose grâce à l'action conjointe de sa propriétaire, Catherine Brault, et du département de Seine-et-Marne, qui est également à différents titres un partenaire important du festival. Et bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, le Cyclope à Milly-la-Forêt, qui est également un lieu non loin de Fontainebleau, important, et qui ouvrira ses portes quelques jours avant le festival. Tous ces lieux ont en commun de faire vivre l'histoire de l'art tout au long de l'année et de programmer au moment de notre manifestation une offre spécifique, adaptée en toute indépendance, mais liée au thème ou au pays invité. Cette offre peut être limitée aux 3 jours du mois de juin de notre manifestation, ou plus largement peut s'étendre sur une période plus large, comme une invitation pour tous les festivaliers à venir et à revenir dans la région, découvrir tous les trésors en matière d'histoire de l'art. Alors pour vous donner quelques illustrations, quelques aperçus de cette programmation associée. Je citerai par exemple le concert de Fado, qui est coproduit par la ville de Fontainebleau, le comité de jumelage et le festival sur une proposition de l'ambassade du Portugal. Je pense à l'exposition de street art de la galerie Art Fontainebleau, une exposition de NFT par la galerie L'Angélus de Barbizon, une conférence et des lectures de contes portugais par la mairie de Bourron-Marlotte, l'exposition des œuvres de Rosa Bonheur, musée des œuvres disparues, préparée par le département de Seine-et-Marne et le château de Rosa Bonheur, et bien d'autres encore que vous aurez l'occasion de découvrir sur le site internet du festival. Et donc, pour mettre en place à la fois toute cette programmation qui vous a été présentée, cette programmation associée, mais qui est importante également dans le rayonnement de notre festival, vous vous doutez bien que notre équipe, aussi méritante soit-elle, ne suffit pas. Et nous nous appuyons sur l'aide de très nombreux partenaires qui sont pour nous absolument essentiels. Et je voudrais, au nom de Marie-Christine Labourdette et d'Éric de Chassé, qui m'ont chargé de vous adresser tous les remerciements que nous leur portons, je voudrais citer, la liste est un peu longue, mais elle est à l'image de l'ambition
de notre manifestation, elle est vraiment le reflet de ces très nombreuses bonnes volontés, de ces très nombreux soutiens de taille qui comptent et qui contribuent au succès de cette manifestation. Alors bien sûr, en premier lieu, je citerai Fontainebleau Tourisme, dont le soutien financier et l'expertise de terrain sont absolument irremplaçables. Je pense à l'École du Louvre, qui s'implique tout au long de l'année pour accompagner le festival et proposer des médiations, des tables rondes et un contenu le plus renouvelé possible. Le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui organise l'Université de printemps d'histoire des arts en véritable symbiose avec le festival. Je pense également au soutien financier de nombreux partenaires, parmi lesquels le Conseil départemental de Seine-et-Marne, le Conseil régional d'Île-de-France, mais aussi la Caisse d'épargne Île-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, le Centre national du cinéma et de l'image animée, le Centre national du livre, la Fondation Calouste Gulbenkian, la Fondation Culture et Diversité, REDEX. Je pense également à tous les lieux qui mettent, tous les partenaires qui mettent leurs locaux à notre disposition, et nous avons besoin, le château est grand, mais pas suffisamment pour une telle manifestation, nous avons besoin également de ces soutiens. La ville de Fontainebleau, le cinéma Hermitage, l'école des mines, Seine-et-Marne Attractivité, la maison de vente Osna, autant de lieux que nous investissons durant ces 3 jours. Je pense à tous les partenaires qui mettent leurs compétences ou leurs infrastructures à notre disposition, l'association des Amis du Château, l'association des Amis du Louvre, la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau, l'école des hautes études en sciences sociales, l'hôtel Ibis Château de Fontainebleau, la demeure du Parc, le lycée Couperin de Fontainebleau, le mobilier national, Sciences Po, Transdev. Enfin, je pense à tous les partenaires qui participent à l'organisation des événements scientifiques ou culturels, notamment à travers les cartes blanches, les avant-premières, les rebonds. Je citerai l'association ACTAR, l'association des conservateurs des monuments historiques, le Centre allemand d'histoire de l'art, la Cinémathèque portugaise, la collection Lambert, le Comité français d'histoire de l'art, l'établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, le Cyclope et le Centre national des arts plastiques, Fine Arts Paris et le Salon du dessin, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, la Fondation pour l'art et la recherche, la Galerie Philippe Mendès, l'Institut national du patrimoine, le MUSEM, le Musée de la chasse et de la nature, le Musée du Louvre, le Musée d'art de Nantes, le Muséum national d'histoire naturelle, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, le Réseau des écoles françaises à l'étranger, la Réunion des musées nationaux Grand Parler et l'Université nouvelle de Lisbonne. Enfin, je tiens à souligner que l'exposition des œuvres de Miguel Branco est le fruit de la générosité de la galerie Jeanne Bucher-Jagère qui a pris en charge cette très belle opération. Et pour finir, je rappelle que le festival bénéficie du label et du soutien financier de la saison France-Portugal 2022 et que l'accompagnement a été absolument incontournable, l'accompagnement précieux des services de l'ambassade du Portugal en France et de l'Institut Camões. Je vous remercie et je rends la parole à Éric de Chassé pour une clôture de cette présentation. Je ne vais rien clore. Je remercie les équipes de l'INHA, l'équipe du festival dans sa diversité, les équipes du château de Fontainebleau et voilà, vous dire que nous sommes disponibles pour des questions si vous en avez et que nous serons très heureux de vous retrouver à Fontainebleau début juin, si vous n'y venez pas avant, parce qu'il y a d'autres raisons de venir avant, et à l'INHA aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions ? De toute façon, vous retrouvez les informations sur Internet, sur le dossier de presse qu'on vous a remis, beaucoup plus détaillé. Non ? Eh bien, c'est très bien. Bonne journée à toutes et à tous.